C'est quand même extraordinaire que moi qui ai trouvé mes parents morts, ma sœur morte, le père de mes enfants, j'ai pu écrire complètement sincèrement, moi qui ai eu toutes les chances. Une femme n'a jamais honte de ce qu'elle ressent, mais uniquement de ce qu'elle laisse paraître. S'il y a une frontière entre les morts et les vivants, c'est pour quelque chose. Faut pas aller taper dessus. Bienvenue dans Domino, Annie Dupéret. Merci de votre invitation. Un bonheur de vous recevoir. C'est gentil. Alors, vous êtes une artiste aux multiples talents, comédienne, actrice, écrivaine, photographe et peintre. Côté théâtre, vous avez joué Shakespeare, Jean Giraudoux, Jean Anouilh, Bertrand Blier et j'en passe. Plus de 25 pièces au total. Et récemment, vous avez fait un carton, un triomphe dans la pièce Le Duplex, au Théâtre de Paris et en tournée. Une pièce que vous reprendrez d'ailleurs le 28 mai jusqu'au 5 juillet, n'est-ce pas? Là, elle est bien renseignée. 28 mai jusqu'au 5 juillet, voilà. On va reprendre au Théâtre de Paris d'ailleurs. Voilà. Au cinéma, évidemment, vous avez marqué plusieurs générations. Dans Un éléphant, ça trompe énormément, et Les Compères, Germinal. Et puis, il y a eu la télévision. Comment vous oublier dans le rôle de Catherine, dans Une famille formidable que vous avez porté, la série pendant 25 ans, 26 ans. 26 ans, oui. C'est vraiment une longévité incroyable. Ouais. Donc, au total, pas moins de 120 films sur le petit et grand écran, n'est-ce pas? Et vous êtes aussi une écrivaine prolifique, car vous avez publié quand même une quinzaine d'ouvrages, à la fois des romans, des récits autobiographiques, et vous avez conquis le cœur de 2 millions de lecteurs. À peu près, oui. À peu près. Et votre dernier ouvrage, qui est absolument délicieux, qui s'appelle « Respire, c'est de l'iode », paru aux éditions du Seuil. On va en parler dans quelques instants. Et alors, je tiens aussi à signaler que vous avez exposé vos peintures pour la première fois au Salon des Indépendants, au Grand Palais, en février, parce que votre vocation première, c'était la peinture. Oui. J'étais aux Beaux-Arts, effectivement. Aux Beaux-Arts de Rouen. Voilà, aux Beaux-Arts de Rouen. C'est vrai que j'ai été affligée d'un grand malheur scolaire. Je crois savoir d'où il vient, ce malheur scolaire. C'est parce que j'étais orpheline très jeune. J'ai quand même trouvé mes parents morts à 8 ans et demi. Oui. Et portant ça, comme ça, j'étais définitivement à part des autres enfants qui avaient, eux, des problèmes avec les parents, qui parlaient de ceci, ma mère cela, ma père, qu'est-ce que je pouvais répondre? Donc j'étais certainement, oui, c'était une chose qui m'a complètement isolée et qui n'a pas aidé mon intégration. Mais à l'époque où j'étais à l'école, donc, et sur le point, j'en suis pas fière, de redoubler pour la 3e fois ma 4e. Ouh la vache. Voilà. C'est ça, après avoir redoublé la 6e, quand même, c'était, voilà. Je faisais la même taille que maintenant, au milieu d'une mer de gamines qui m'arrivait là. Ça n'a pas aidé à l'intégration. Non, j'imagine. C'est sûr. Et il se trouve que à l'époque, pour des gosses dans mon genre, qui sont spécialisables très tôt, parce que j'ai été élevée par une tante admirable. Que vous appeliez Tata. Tata, voilà, parce qu'elle n'aimait pas son prénom, c'était Tata pour tout le monde. Et Tata avait été une enfant sacrifiée. Je viens d'une famille très modeste. Et donc, ma grand-mère avait retiré Tata de l'école à 11 ans alors qu'elle rêvait d'être professeure. Et donc, j'ai été sa vengeance. J'ai été sa revanche. Quand elle a vu que j'étais douée pour les arts, à 10 ans et demi, j'étais au cours du soir des Beaux-Arts, au cours de danse. Je lisais, j'écrivais beaucoup. Première en français, je crois que c'était première en français en gymnastique, c'était à peu près avec le dessin, les seules matières. Donc j'étais spécialisable très tôt. Et à l'époque, en fait, on pouvait, avec un vague niveau BEPC, atteindre des écoles niveau université. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre un chemin de traverse. On va y venir, Annie. Voilà. Je vais vous expliquer, là, avant toute chose, la règle du jeu de l'émission aussi. Je voudrais juste, j'ai noté une chose. Vous portez vos boucles d'oreilles, votre bijou préféré, n'est-ce pas? Puisque dans votre livre, vous dites que dès que vous sortez du lit, vous enfilez votre peignoir, vous mettez les boucles d'oreilles du jour. Alors là, vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas? Pourquoi vous avez oublié vos boucles d'oreilles alors que jamais vous ne les oubliez? Alors ça, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. C'est une photo de mon cher photographe qui l'a faite.
François Punier. On était dans la Creuse et tout. Voilà, c'était une photo qu'on a faite à la campagne. Et peut-être, j'avais pas de boucle d'oreille ce jour-là. C'est très rare. Alors, chère Annie Dupéret, entre vous et moi, il y a ce vase rempli de dominos blancs et de dominos noirs. Je vais vous demander dans quelques secondes de tirer un domino. S'il est blanc, nous commencerons par l'interview blanc sur noir. L'interview lumière pour éclairer vos passions, vos réussites, vos joies. Et si il est noir, eh bien nous ferons l'interview noir sur blanc pour aller explorer votre part d'ombre, vos blessures, vos failles, vos vérités les plus secrètes. Vous avez aussi un joker, ce masque. Si toutefois l'envie vous prend de me répondre le visage couvert, eh bien, faites comme bon vous semble, n'est-ce pas? Ah oui, d'accord. Oui, le côté je suis pas franche, voilà, oui. Voilà. Si vous n'assumez pas vos propos... Ça me ressemble, ça. Voilà. Et sachez qu'une interview, on entraîne une autre. Hein, d'accord, ok. Voilà. Okay. Alors, c'est à vous de jouer, chère Annie Dupéret, à vous de fermer les yeux, de vous concentrer et de tendre votre main et de tirer un domino. Ah, au sort? Bah oui, évidemment. C'est ça, c'est pas moi qui choisis, c'est le sort, voilà. Voilà, on va dire ça. Alors, vous pouvez rouvrir les yeux. Alors, c'est blanc, voilà, très bien. Alors, interview, donc lumière, blanc sur noir. Alors, votre livre, on l'a dit, respire, c'est de l'iode. Quand vous respirez profondément, Annie Dupéret, allez-y, prenez une respiration là. On bloque. Oui. On souffle. Qu'est-ce qui vous donne immédiatement une bouffée de vie? Une bouffée de vie, je dois dire que d'abord mes enfants, c'est évident. D'abord mes enfants et mes petits-enfants. 6, hein? Il y en a 6, 5 filles et un garçon. Et un seul, on est des familles femelles un peu, voilà. J'ai été élevée par 2 familles femelles. Oui. Parce que les hommes mouraient jeunes un peu avant, souvent. Surtout dans les familles comme la mienne qui sont, je l'ai dit, assez modestes, et même très modestes en ce qui concerne ma famille paternelle. Et donc, c'est vrai que les femmes étaient souvent veuves, souvent c'était les héritières de la guerre de 14. Oui. Elles ont mené le pays, elles menaient la baraque de la même manière, voilà. Et alors donc, cette bouffée de vie immédiate, c'est l'image de vos 6 petits-enfants, de vos 2 enfants. Oui. Et quel lieu ou paysage vous donne envie de respirer encore plus fort? Alors, c'est vrai que je crois que c'est assez connu, j'aime j'ai été en Creuse, puisque ma Normandie natale, où ma grand-mère me disait « respire, c'est de l'iode oui. ». C'est pas de l'iode, hein, c'est de l'iode. Mais ça, je pouvais pas mettre des apostrophes sur le titre, ça aurait fait vraiment très mal, donc je pouvais pas. Mais respire, c'est de l'iode. C'était ma grand-mère. Bon, je me suis éloignée de la Normandie parce que pour moi, entre tous les morts qu'il y avait là-bas, il fallait que je me trouve une terre d'accueil qui soit où il y ait une présence du passé assez forte, puisque quand même j'ai un passé derrière assez lourd, mais qui renaît tous les printemps et qui est une forte présence du passé, mais qui est réconciliée avec la vie chaque printemps. Et c'est la Creuse. En plus, la Creuse, c'est un nom assez évocateur pour quelqu'un qui a manqué de mer. Parce que c'est la Creuse, en plus, ça va jusqu'à un patelin qui s'appelle la Souterraine, quand même. On est vite aspiré vers le... En fait, c'est parfait parce que on est en trinôme. Donc, il y a quelqu'un qui représente l'enfant et l'autre représente un parent. Et l'autre, le constellant, il est témoin. Donc, même si on est 100 personnes, vu qu'on est en trinôme, ça fonctionne super bien dans le triangle et c'est tout ce qui compte. Au contraire, on est plutôt à l'aise finalement qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre la même chose à côté de nous. De révéler, de faire ressortir des choses qui sont un petit peu cachées, enfouies, et grâce au partage avec les autres, c'est vrai que ça prend une ampleur et un côté émotionnel assez important. Prise de conscience sur justement l'inconscient. En fait, il y a des choses que je croyais être dans mon enfance. Je croyais avoir été perturbé par des situations. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je croyais m'avoir perturbé qui me perturbait.
Et si votre vie avait un parfum, alors ce serait celui de l'iode, celui de la terre ou encore celui d'une rose de votre jardin? Alors ce serait plutôt l'odeur de la terre et de l'herbe. L'odeur de la terre et de l'herbe. L'humus presque? Oui, presque. Et puis le côté... je suis une actrice assez agricole. C'est-à-dire que je fais mon potager, par exemple, des choses comme ça. J'adore ce qui pousse. J'adore c'est pour ça que j'aime la campagne, en fait. Vous me demandiez tout à l'heure qui me ferait le bonheur. C'est des choses qui poussent à la campagne. C'est les arbres. C'est ça. C'est pas vraiment la mer qui... ça a l'air affreux de dire ça, mais je m'ennuierais fort habitant face à la mer, vraiment. On a beau dire que ça change tout le temps, je trouve ça terriblement plat. Oui. Alors, on parlera de votre jardin, parce que visiblement, vous avez fait un jardin à la Bonnard, votre peintre préféré. Oui. Avec une multitude, de variétés d'arbres, de fleurs. Je me suis arrêtée de compter à 175 espèces d'arbres différentes. Ah oui, c'est énorme quand même. C'est énorme. Et quel est l'arbre qui vous apaise le plus? M'apaiser, je sais pas. Ou alors celui qui vous, qui vous donne un peu, enfin qui vous plonge dans un état peut-être un peu soit méditatif ou. Non, il y en a aucun qui me plonge dans un état, mais il y en a un que j'ai planté à côté d'un chalet où je dors l'été pour laisser la maison aux enfants, aux petits-enfants et aux amis. Et c'est un Zelkova serrata. Ah, oui. Vous avez écrit d'ailleurs ce livre sous cet arbre, hein, je crois, sous les branches de cet arbre. C'est un arbre qui va comme ça vers le ciel. C'est-à-dire, ça ne tombe pas, ça ne plombe pas, il n'y a pas une ombre trop forte. Il va complètement en éventail, il est ouvert comme ça. Voilà. Comme vous, ouverte vers la vie. Ben oui, il faut. Et vous qui êtes peintre coloriste, hein, je crois qu'un des professeurs du Beaux-Arts vous avez dit que vous aviez ce don pour choisir les couleurs claires. Mon maître que j'adorais, Robert Savary, à Rouen. Oui. Et si vous deviez là donner 3 couleurs pour définir la philosophie de votre vie, quelles seraient-elles? Ça serait orange, violet et vert. Alors pourquoi orange? Parce que ce sont des couleurs mélangées d'abord. Oui, bah oui. Ce sont des couleurs composées. Et il y en a une, le bleu, le bleu avec le rouge, il y en a une autre, le rouge avec le jaune, et le jaune avec le bleu. Ça me paraît tout à fait... j'aime bien que les choses s'imbriquent et se mélangent. Et d'ailleurs, à regarder votre tenue, on est dans les verts. Là, aujourd'hui, on a fait printemps. Oui, voilà. Le très printanier, des petites tout repousse, feuilles. Moi aussi. La Renaissance. La Renaissance. Oui. Et alors, vous parlez aussi de ces phrases que vous avez entendues au fil des rencontres. Hein. Oui. Quelle est la phrase la plus lumineuse entendue et qui vous accompagne? Alors, il y en a beaucoup dans ce livre, il y en a 32. Faut dire qu'effectivement, l'âge a un inconvénient de prendre de l'âge, c'est que la carcasse, de temps en temps, exige quelques réparations. Et voilà, il se trouve qu'on a dû... La carcasse, oui, on a dû me clouer de vertèbres pour qu'elles arrêtent de me scier les nerfs sciatiques. Oui. Et donc, c'est un long temps quand même sur le dos à l'hôpital, 3 mois de convalescence après, et on a le temps de rêvasser. Et c'est là que j'ai eu l'idée de ce livre, parce que comme ça, dans cette espèce de flou qu'on a après une opération, j'ai repensé à la première phrase, donc ma grand-mère respire, c'est de l'iode, et puis j'ai commencé à me remémorer les petites phrases qui m'avaient marqué dans ma vie. Alors j'aime bien, par exemple, on parlait peinture. C'est vrai que mon maître Robert Savary, chez qui je devais rentrer en section peinture quand j'ai tout à coup bifurqué vers la comédienne, il m'avait dit un jour, oui, tu es coloriste, etc. Ah bon, c'est quoi? Il m'avait expliqué succinctement, c'est un peu comme l'oreille totale chez les musiciens. Tu sais d'instinct quelle couleur il faut mélanger pour obtenir une teinte précise. Et j'avais dû avoir un petit sourire satisfait. Et il m'avait dit cette phrase merveilleuse, t'as pas de quoi être fier, c'est un don. T'as pas de quoi être fier, c'est un don. C'est merveilleux. C'est-à-dire qu'on ne peut être fier que de ce qu'on a acquis. Mais si ça vous est facile,
faut pas être fier. C'est comme ça, c'est la nature qui vous a donné ça. Oui. C'est beau comme phrase. Oui, c'est très joli. Et quand vous émergez des petits matins gris, comme vous le décrivez si poétiquement dans votre livre, quelle est la phrase entendue qui vous redonne de la force, qui vous fait vous lever d'un bond comme ça? D'un bond, non, jamais. C'est pas Pourquoi? Non, faut pas se lever d'un bond, jamais. C'est très mauvais. Non, mais c'est très mauvais pour la santé, jeune ou pas, hein, d'ailleurs. Ça vous fait une chute de tension tout de suite. Et alors? Non, c'est pas. Non, c'est effectivement, ça je l'ai écrit, c'est mon vieil ami campagnard qui m'a confié que, effectivement, tous les rêves de sa vie étaient brisés. Sa mère l'a tenu en laisse, vraiment, il s'est pas marié, il s'est occupé d'elle jusqu'à la fin. Il rêvait de devenir professeur lui aussi. Et toute sa vie a été massacrée. Et à la fin de sa vie, presque infirme, il se faisait quand même un petit bouquet. Et ça, c'est une chose effectivement, quand j'émerge le matin et que je me dis, mon Dieu, ce monde qui va mal, les dictateurs qui repoussent, l'horreur, enfin les hommes ne font aucun progrès, quoi. Je pense à Robert, qui avait eu vraiment, la ville l'avait piétiné, et quand même, il se faisait un petit bouquet. C'est beau, hein? Oui, c'est touchant. C'est touchant. Ah oui, d'ailleurs c'est un texte que je lis souvent quand je lis des passages de ce livre en lecture, et j'ai beaucoup de mal à pas terminer un peu en larmes parce que Oui. Robert. Oui. Ouais. Il vous a tout appris. C'est des hein. gens qui vous apprennent des choses comme ça. Et qu'est-ce que vous avez appris des petites choses simples de la vie quand vous êtes dans la Creuse comme ça? C'est quoi l'enseignement qu'on retire des petits bonheurs simples? L'enseignement du jardinage, il est formidable. Rien ne se fait en un jour, en un mois, en un an, ni même en plusieurs saisons. Oui. C'est-à-dire que c'est à long terme. Oui. Je veux dire, quand on plante quelque chose ou un jeune arbre, attention, vous le verrez grand dans 20 ans. Il ne faut pas avoir peur du temps qui passe, là. Je veux dire, c'est ça. Et comment effectivement une chose grimpe. Comment, par exemple, vous savez, ma tante était ma tutrice. J'avais toujours détesté ce mot. J'ai toujours détesté ce mot. Tuteur, tutrice. Et puis, jusqu'au jour où j'ai fait du jardinage. Et vous avez compris. J'ai compris que c'est ce qui est solidement planté à côté d'un jeune plant pour qu'il puisse s'appuyer sur lui, grimper vers la lumière et donner des fruits et des fleurs. Sinon, il ramperait au sol, il ne donnerait rien. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé que ce mot était très beau. Tuteur. Et est-ce que quand vous êtes au milieu des arbres, des fleurs, est-ce que vous parlez à la nature? Non, franchement, non. Ah non, vous ne parlez pas comme François d'Assise aux frères oiseaux? Non, ça va. Non, je les appelle. Non plus. Ah, vous les appelez quand même? Ah oui. Le soir, j'appelle. Alors, j'adore. comment vous faites? Ça, c'est qui? C'est la chouette hulotte. Oui. Alors, c'est très intéressant, la chouette hulotte. C'est vrai que je me rappelle, dans un salon du livre, un jour, on prenait tous un pot en extérieur et j'entends l'appel, tout à coup. Alors là, ils étaient tous comme ça parce que j'ai fait « Ouh, ouh, ouh ». Ça, c'est l'appel. Et si ça vous répond « Ouh », là, vous pouvez répondre. Il y a 2 fois un cri d'appel et après « Ouh », je suis là. Et hop, et elles viennent. C'est très, très marrant. C'était adorable à faire. Il y a du François d'Assise en vous, hein? Annie Dupéret, hein? Vous serez sanctifié. J'aime bien les chouettes, c'est tellement beau. Ah oui, cet oiseau, avec ses yeux comme ça. Ouais. Mais, et alors, est-ce que vous pensez qu'il faut cultiver sa joie comme on cultive un jardin? Oui, absolument. Parce que je parlais du chapitre, là, tout à l'heure, de Robert, qui se faisait un petit bouquet. Oui. Je l'ai relu dernièrement en lecture publique et m'a frappé le fait que j'ai pu écrire spontanément, sincèrement, moi qui ai eu toutes les chances. Et tout à coup, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire que moi qui ai trouvé mes parents morts, que tous les grands-parents morts dans la foulée, etc. et tout, ma sœur morte, le père de mes enfants, j'ai pu écrire complètement sincèrement, moi qui ai eu toutes les chances. Tout à coup, je me suis dit, mais
c'est dingue comme je... C'est la résilience? Oui, c'est ça. Hein? Ouais. Et ça s'est fait par les arts pour moi. Mais comme il faut, je sais pas. J'ai été aidée, sans doute. Je crois beaucoup aux anges là-haut. Hein. Tous les hasards qui me sont arrivés dans la vie, toutes ces chances qui me sont advenues, c'est pas venu de n'importe où. Vous considérez que vous êtes protégé? Je crois. Il y a toujours une étoile dans le ciel pour qui sait regarder? Je le crois, oui. Moi, c'est drôle parce que généralement, où que j'étais, Oui. je levais les yeux vers le ciel, par hasard, quand il y avait des étoiles, et je tombais sur la ceinture d'Orion. Ah oui. Tout le temps. Et je me suis dit, à la longue, je sais pas, c'est pas un hasard, quoi. Mais je le cherche pas. Je fais ça. Ah tiens, la ceinture d'Orion, c'est les 3 trucs avec les 3 petites étoiles, la tunique d'Orion, le lutteur, voilà. Et qu'est-ce que vous avez décelé comme message? Je sais pas qu'il y avait une lutte derrière, effectivement, une lutte pour la vie, une lutte pour le bonheur, une lutte pour effectivement, avec tout ce passé sombre, de choisir la lumière. Je vais vous citer une phrase de Georges Bernanos qui dit « Être capable de trouver sa joie dans la joie de l'autre, voilà le secret du bonheur. » Oui. Ah, je l'ai lu dernièrement, cette C'est phrase. vrai? Oui. Oui, c'est drôle, je sais pas qui me l'a envoyé dernièrement. Et oui, c'est vrai. C'est vrai. Et les gens m'ont beaucoup donné. Mais vous vous rendez bien aussi. Ben, il faut, c'est bien. Et si nous parlions d'amour, est-ce que, en amour, est-ce que vous préférez aimer ou être aimé? Alors ça, si j'ose dire, en amour, pas les sens, amoureux, Oui, amour. Oui. je ne m'en occupe plus. Oui. Ce n'est plus au programme. Mais quand vous vous en occupiez, pourquoi on peut tomber amoureux à tout âge? Il paraît. Bon, oui. Il paraît, on m'a dit ça, j'attends de voir. Hein. Bon. De toute manière, il faut bien dire qu'il y a une chose, déjà, Oui. que quand on est un peu connu, si un homme ose venir vers vous, il y a toutes les chances pour que ce soit pour de mauvaises raisons. Ah. Oui, mais ça, c'est pas une question d'âge. Non, oui. mais c'est l'âge à part, quoi. Mais où on en était? Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. Alors justement, votre amie Colette, l'écrivaine Colette, vous savez ce qu'elle disait? Elle disait « Quand on est aimé, on ne doute de rien. Quand on aime, on doute de tout. » Ah, c'est joli comme phrase. C'est joli. C'est assez vrai. Oui, je Vous avez pu suppose. le constater, Oui. non? Le vérifier? Je sais pas. J'ai été assez. Je sais que j'ai eu pas beaucoup d'hommes dans ma vie, hein. Enfin, dans votre livre, Mais, vous dites vous avez été bien servi quand même, on n'a pas besoin de s'accrocher Oui, à la nappe. bien sûr, voilà. la nappe Et quand on est bien voilà, il servi. y a eu beaucoup d'hommes quand j'étais un peu une fille-garçon dans les années 70-80. Et puis le fait d'être femme m'a rattrapée. Et à partir du moment où il était question d'attachement, je ne pouvais même pas regarder ailleurs. Et ce qui est assez curieux, je le confesse d'ailleurs là, et c'est peut-être pas forcément une qualité. Confessez. Je confesse que j'ai été en fait très peu jalouse. Je savais que Bernard Giraudot a eu des tas d'aventures. Je savais que Francis Perrin, avec qui nous avions eu un essai de couple, je disais vraiment... Furtif. Il sautait sur tout ce qui bougeait. Ah bah dis donc, oui. Francis Perrin, il sautait sur tout ce qui bougeait. Oui. D'ailleurs, dans le duplex que nous allons reprendre, nous avons eu un fou rire. Parce que je m'appelle Annie, en plus, dans le personnage de... Et il y a une phrase, il me dit... Je lui dis, il me dit, oh,
il répond à une question « Fidélité absolue » et Annie le sait. Et là, on a éclaté de rire tous les deux. Et on s'est dit que c'était absolument délicieux de pouvoir avoir un fou rire là-dessus 50 ans après. Mais oui, c'est merveilleux. C'est formidable. C'est formidable. Que l'amitié... Mais c'est vrai que j'étais pas très jalouse. Et j'en ai conclu une chose qui n'est pas forcément à mon avantage. Peut-être si j'étais pas extrêmement jalouse, c'est que c'est le summum de l'égocentrisme. Oh là. Vous avez fait de la psychanalyse, là? Non, pas du tout, c'est de moi. C'est une conclusion. C'est-à-dire que si ce que l'autre fait ne me touche pas directement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ah oui. Donc ça veut dire que on est hyper centré sur soi-même. Tout en étant, je le pense, assez généreuse et assez éteinte. Mais quand même, au niveau de l'être et même au niveau amoureux, effectivement, si ça ne me touche pas, moi, physiquement, toi, ça le regarde. Et j'aimais pas apprendre qu'il y avait eu quelque chose, mais bon, c'est pas pour autant que j'allais en faire une crise. Ah oui, mais vous êtes tombé sur des coureurs, hein, quand même. Oui, un peu. Ouais. Les acteurs sont des coureurs, pour certains? Je sais pas, ça doit être un peu général, oui. Un peu général? Mais vous savez, les femmes, c'est pas. Vous citiez Colette tout à l'heure. Il y a une phrase de Colette qui est terrible. C'est la pire phrase que j'ai lue sur les femmes. Elle est de Colette. Oui, allez-y. Une femme n'a jamais honte de ce qu'elle ressent, mais uniquement de ce qu'elle laisse paraître. C'est-à-dire qu'une femme peut être un monstre, elle n'a aucune moralité. Aucune moralité, aucun honneur. Elle peut penser les pires choses à partir du moment où ça ne se voit pas. Elle s'en fout. Oui. Hein? Elle est terrible, celle-là. Elle est terrible. Une femme n'a jamais honte de ce qu'elle ressent, mais uniquement de ce qu'elle laisse paraître. Parce que vous trouvez qu'on accable trop les hommes? Oui, je trouve. Je vais vous dire pourquoi. Oui. C'est parce que je pense que nous, les femmes, nous avons gardé toutes nos prérogatives primales, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on a un ventre qui peut faire des enfants. On l'a toujours, hein, ça date de la préhistoire. Voilà, on a ça. Même, on peut faire la pute si on veut. Librement, voilà. Oui, bien sûr. On a toujours ce truc quand même qui date de l'origine. Oui. Or, je dis toujours, c'est vrai que moi j'ai eu un petit garçon qui était un garçon très doux, très charmant, qui l'est toujours d'ailleurs, mais qui avait un besoin absolu d'1h30 de guerre par jour. Il est absolument, je pense que toutes les mères ont constaté ça, que les garçons ont un besoin absolu, mais primal, dégommer. Oui. Parce qu'il y a eu les guerres, parce qu'il fallait protéger le nid, parce qu'il fallait, etc., parce qu'il fallait trouver de la bouffe, parce que, voilà, parce qu'il y avait ça. Or, maintenant, ces besoins primals, je veux dire primaires, ils n'ont pas le droit de s'en servir. Il n'y a plus de guerre. Enfin, on ne peut plus partir pour sauver la patrie, etc. Voilà, ceci. Maintenant, c'est les robots qui vont s'en servir. Oui, mais enfin, aux États-Unis, on ne peut plus gasser la gueule à son voisin, c'est très très mal vu. Oui. On ne peut plus faire du rodéo en bagnole parce que non, c'est pas possible. On ne peut plus faire des tas de choses qui sont des trucs ils ont. Alors, qui sont obligés de dévoyer leur instinct pour aller vers la réussite, vers le fric, vers la conquête, si c'est pas le fric, ça va être peut-être la conquête des femmes. Voilà. Je pense qu'effectivement, les hommes, dans leur rôle fondamental, primaire, sont à plaindre. Sont à plaindre. Je pense. Vous savez ce que disait Molière? La femme est le potage de l'homme. Comprenne qui voudra. Comprenne qui voudra, là. Alors là mais je vous posais cette question. Est-ce que vous trouvez qu'on accable trop les hommes? Par exemple, sur le phénomène MeToo. Alors, il y a eu des abus. Il y a eu incontestablement d'épouvantables prédateurs qui vraiment s'en donnaient à cœur joie, comme ça, avec... mais c'est évident que ça s'arrête, youpi, c'est formidable.
Parce qu'effectivement, quand on est une jeune actrice ou une jeune journaliste, même peut-être, j'en sais Oui, rien, oui, oui. si tout à coup un Bien mec sûr. vous dit « Tiens, venez donc, je vais vous montrer dans ma chambre, on va lire le scénario ensemble Oui. Je veux dire, bon, c'est vrai que c'était tentant d'y aller, et en même temps, bon, on savait que... Et puis... mais non, il y a eu des abus... Vous n'avez épouvantable. jamais été victime de gestes déplacés dans votre milieu du cinéma? Alors, il y a une chose, c'est Oui. que j'ai, de fait, je le raconte un peu dans le livre, j'ai été élevée comme un garçon. Oui. J'ai eu une liberté totale de femme libre, c'est-à-dire c'est plutôt moi qui draguais... Oui, c'est ce que vous racontez. Voilà, que là. Et en fait, j'avais peut-être du fait de mon départ dans la vie, d'avoir réagi si fort au deuil, à la mort de mes parents, sur justement, puisque c'est comme ça, je vis, etc. Je me suis longtemps comparée à un funambule au-dessus d'un lac noir. Voilà. Mais j'étais 20 cm au-dessus du sol, quoi. Et je crois que ces fameux prédateurs sentent terriblement s'il y a une faille, s'ils peuvent y aller. Et moi, alors, ils s'y risquaient pas. Hein. Vous aviez une armure, vous. Mais oui, mais ils le sentaient, C'est les prédateurs, ils ont du Oui. pif, quoi. C'est comme les fauves, quoi. Oui. Et je dis toujours cet exemple. J'ai tourné à moitié à poil des scènes d'une violence terrible avec Klaus Kinski, Ah oui, qui était un peu dingue. qui était un peu dingue et très très réputé quand même. Et il se trouve que vous parliez tout à l'heure, j'étais photographe, j'ai fait un magnifique portrait de Klaus Kinski. Et j'ai demandé à sa fille, Nastasia, l'autorisation de publier ce portrait. Et elle m'a appris qu'il avait violé ses 2 filles, en se vantant que c'était la chose la plus merveilleuse qui lui soit arrivée dans sa vie. Mais ça a été dit publiquement, révélé? Je crois, oui. Et à Anastasia, je lui ai répondu, écoutez, j'avais ouï dire de choses sur lui, et notamment d'actes comme ça sur des jeunes femmes, mais il a été avec moi d'une telle correction. C'est-à-dire que, ça va, je t'ai pas fait mal. Je veux dire, il ne s'y serait pas risqué du tout. Et je disais, je savais pas quoi penser. Mais je dis à Anastasia, maintenant que vous me dites ça, nul ne verra jamais ce portrait. J'en suis un peu désolée. La photographe est désolée parce que le portrait est magnifique. Mais j'ai dit, il ne mérite qu'une chose, c'est d'être oublié. D'être oublié et que son image ne paraisse plus nulle part. Donc là, je suis d'accord avec elle sur des prédateurs comme ça, tout à fait. Voilà. Mais il ne faut pas que ça devienne une salbanie, si j'ose dire. Oui. Quand, à l'heure où on enregistre l'émission, on a appris que Patrick Bruel était accusé de violences sexuelles par 8 femmes. 8 ? Oui. Comment vous avec des témoignages précis. Alors ça, je ne sais pas du tout. Comment vous réagissez? Ça vous choque? Qu'est-ce que vous vous dites? Alors, je ne sais pas, parce que j'aurais plutôt tendance à dire que j'ai vu des films de certaines sorties de concerts de Bruel où je pense que c'est lui qui aurait pu porter plainte contre agression sexuelle. Oui. Avec les filles qui se jetaient sur lui comme ça et tout. Parce que les filles, quand elles ont envie de quelque chose, quand elles veulent un mec ou qu'elles sont hystériques comme ça, elles n'ont aucune pudeur, mais aucune. Je suis profondément féministe. Mais il faut savoir aussi comment on est. Elles n'ont aucune pudeur, les filles, quand elles veulent quelque chose, qu'elles se jettent sur un mec à la sortie d'un concert. Mais là, Annie Dupéret, au moment où on parle, il y a quand même, c'est des tentatives. Il est accusé de tentatives de viol, c'est peut-être vrai. D'agression sexuelle. C'est peut-être vrai. Peut-être il n'aimait pas qu'on se jette sur lui et puis qu'il préférait lui se jeter sur les filles. Possible. Vous n'avez jamais tourné avec lui? Non, c'est un merveilleux acteur. Et il est au théâtre. Il est formidable, en ce moment. Oui. Donc, à une jeune actrice, qu'est-ce que vous lui diriez qui est toute fragile pour se protéger de ces éventuels prédateurs sexuels? Qu'est-ce que vous lui diriez? C'est-à-dire que sur les propositions qui sont ou les gestes mal placés, remettre en place. Dire, pas de ça avec moi. Pas de ça avec moi. C'est tout. Ouais. Je veux dire, et souvent, ça suffit. Je dis, mais alors il y a des salauds, c'est vrai, il y a des salauds, et il y a des filles, simple, hein. Et il y a des filles très fragiles, quoi, qui se laissent convaincre ou qui se laissent entraîner comme ça. Non, je ne nie pas qu'effectivement, il faut que ça s'arrête. Mais faut pas que ça vienne non plus une salmanie. Voilà.
Pour terminer cette première séquence, pour clore cette première séquence, à quelle personne aimeriez-vous dire merci pour la femme que vous êtes devenue? Oh ben ma tante. Mais ma tante, je lui dois tout. Je lui dois absolument tout, tout. À cette femme intelligente qui vous m'a laissez laissé partir une à liberté. Barcelone à 15 ans. Non mais C'était incroyable. fou. Et c'est vrai que j'ai un chapitre dans ce livre-là qui s'appelle... C'est mon ami Jean-Paul Borde, excellent ami comédien. Je retournais chez Michou. Depuis toujours, j'ai une connivence particulière avec les travestis. Que ce soit pour transformisme ou des personnages de musical, comme mon partenaire d'ailleurs dans un spectacle de café-concert que j'ai fait. J'ai toujours été très curieusement en sympathie avec eux, comme ça, en connivence. Et Jean-Paul m'a dit un jour, on dirait que c'est ton autre sexe. Oui, oui. Il m'a éclairé comme quoi une petite phrase comme ça, mais je lui dis, mais tu as raison. Ma tante me laissant flirter comme une folle à 12, 13 ans, me laissant partir seule un mois en Espagne à 14, 15 ans, grande comme maintenant, gaulée comme une plémette, mais comment elle a pu faire une chose pareille si c'est pas qu'elle m'a considéré comme un esprit garçon. Et la fille s'en occupait pas trop. Donc, vous avez été élevé comme un... Enfin, il y a du garçon, une part de masculin en vous. Oui, absolument. Oui, oui. Et effectivement, quand j'ai démarré, par exemple, dans ce métier... Mais d'où votre attirance pour les travestis, etc. Oui, je sais pas. Je commençais déjà souvent à faire mes vêtements, puisque j'étais petite fille de couturière. Je me maquillais beaucoup, peut-être un souvenir des Beaux-Arts. Moi, je pouvais me peindre. Et c'est vrai que quand je regarde des photos de moi à 20, 22 ans, quelque chose comme ça, mais c'est un travelot, quoi. Je me déguisais en femme. Ah oui, c'est quand même... Et je comprenais rien aux filles. Je les voyais faire des coquetteries, des trucs. Il y avait un garçon qui leur plaisait. Oh là là, elle faisait 2 pas en arrière. Je dis, pourquoi elle y va pas, cette conne? Je comprenais rien. Mais rien du tout, quoi. Ouais. C'est drôle. Ah oui, c'est particulièrement intriguant. Enfin, Oui, oui. Oui, oui, c'est drôle. J'avais un esprit garçon dans un corps de femme que je m'amusais à déguiser en femme. Mais ça, c'était jusqu'à ce que, disons, la nature, la femme me rattrape et que vienne l'attachement. Effectivement, là, tout a... Ça m'a tenu ça jusqu'à 26-27 ans. Jusqu'à 26-27 ans, j'ai été la pile-poil, la femme typique, libre des années 70. Mais quasiment un... Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'était une conquête et ensuite... rarement dans le même lit. C'est fou parce que voilà, je sais qu'à notre époque, maintenant, les filles, les jeunes femmes, les adolescents sont très... Oh, mon Dieu, quelle évolution, c'est incroyable, quoi. Enfin, vous, c'était la liberté sexuelle totale. Oui, mais il faut dire qu'effectivement, j'ai vécu, moi, vous êtes beaucoup plus jeune, mais cette période bénie de 68-80, quoi. 68-80 jusqu'à ce que le sida apparaisse, qui a rendu les choses beaucoup moins drôles. Annie Dupéret, on va enchaîner sur l'interview noir sur blanc. On va aller un peu explorer votre part d'ombre. Alors là, imaginez que votre ombre soit là. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Mon ombre? Oui, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle me dit pas grand-chose parce que je vis avec. Je vis avec, je la porte toujours, bien sûr. C'est-à-dire, mais je comprends pas. La petite orpheline. Ah oui. Bah oui, bien sûr. C'est une chose que je porte comme ça et que effectivement j'ai attaqué un jour avec un livre. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire sur les photos de mon père, tout ça, ce sont des longs parcours, les traumatismes comme j'ai vécu de trouver ses parents morts et de se sentir un peu coupable, de s'être endormi, de ne pas s'être réveillé, de peut-être avoir ouvert la porte et tout ça et tout. C'est quand même lourd. Et il a fallu, alors dans cette ombre-là, je vois une petite tentative de suicide à 13 ans.
Ah oui. Un genre de tentative de suicide, puisque j'avais écrit dans mon journal intime, je marche au bord du trottoir, les voitures vont très vite, ce serait facile d'aller les rejoindre. Et un jour, je me suis retrouvée sous une voiture. En fait, c'est très curieux parce que ce genre de choses comme ça, donc j'avais répété déjà. J'avais écrit que j'avais répété et que ce serait facile. Or, il s'est trouvé que je marchais au bord du trottoir et que je ne me souviens aucunement d'avoir pris la décision de me jeter, mais que j'ai dû avoir une bulle. Je me suis échappée. Je me suis échappée moi-même et en fait, je me suis retrouvée sur le truc. Et la voiture était trop basse. C'était une petite voiture à l'époque qui était un peu, je ne sais pas si c'était une Aronde ou quelque chose comme ça, au ras du sol. Elle m'a craché, cette voiture. On ne veut pas de toi. Et donc ça, c'est... Encore un signe. J'en ai parlé avec Boris Cyrulnik quand même sur ces aspects de la résilience comme ça. Je crois qu'on avait parlé de ce sujet-là, il m'avait dit c'est assez courant. C'est assez courant pour les enfants qui ont vécu un traumatisme comme ça, de disparition de famille. Ils vérifient s'ils ont bien le droit d'être là. Ce serait pas mieux qu'ils soient avec eux. Et si ça rate, alors là, plus rien ne peut les arrêter. Puisque c'est comme ça, puisqu'il faut être là, allons-y. Ouais. Donc, votre ombre a le visage de l'orpheline, de la petite orpheline que vous étiez. Oui, qui s'échappe tout à coup et qui se retrouve sous une voiture. Mais est-ce qu'aujourd'hui, elle vous a libéré, peut-être aussi d'une certaine forme de culpabilité, puisque vous dites si vous étiez réveillé de ce petit sommeil? Alors non, c'est beaucoup plus intéressant que ça. C'est-à-dire que j'ai écrit à 12 ans une seule page dans ces carnets intimes que j'écrivais beaucoup. Une seule page où je parlais de la mort de mes parents. Et au milieu de la page, j'ai été estomaquée de découvrir en majuscule, un jour, il faudra que j'écrive mon livre. C'est-à-dire que, c'est quand même étrange comme en effet, c'est qu'à 12 ans, il était clair que ce ne serait pas une confidence, que ce ne serait pas d'aller voir un médecin quelconque, ce serait un livre. Et effectivement, j'ai dû faire 18 ans de photographie et le laboratoire, sans rien comprendre, pour un jour où il y a eu une panne d'agrandisseur, pour enfin déloger les photos de mon père, mettre le nez dedans et comprendre qu'il allait falloir que j'arrête la photo moi-même, mais que je fasse ce livre enfin, avec les photos de mon père, sur le déni du deuil, quoi. Le voile noir qui était tombé comme ça, absence de souvenirs et tout rayé avant. Et il s'est trouvé qu'après ce livre, que j'ai lancé comme ça, rien n'était résolu. Et ce sont les lecteurs. J'ai reçu, je crois, quelque chose comme 8000 lettres. Oui. Et dans ces 8000 lettres, il y avait 5 lettres de médecins et anesthésistes qui m'ont appris que j'étais asphyxiée moi-même. Et que donc je ne pouvais pas être coupable puisque j'étais aussi victime. Et que je ne pouvais pas me réveiller, que je n'aurais pas pu ouvrir la porte parce que j'étais déjà intoxiquée. Et quand j'ai lu ça, c'était pas un fauteuil avec des accoudoirs comme ça, j'avais un fauteuil avec des accoudoirs bas où je mettais toutes les lettres que je recevais pour les lire comme ça. Oui. Et le jour où j'ai appris ça, j'ai pris un tel coup que ça m'a soulevée pour me jeter par terre. Je ne sais même pas encore comment j'ai pu me retrouver par terre avec cette lettre. Puis il y en a d'autres qui ont suivi. Et en fait, et des gens qui me partageaient leurs expériences, leurs souffrances, d'autres traumatismes, des gens qui me prenaient par la main. Voilà. Et c'est vrai que j'ai écrit un deuxième livre pour leur répondre en choisissant 100 lettres auxquelles j'ai répondu comme ça. Et je disais, vous m'avez... Parce que quand on vit un truc pareil, on est tout seul. Oui. Tout seul avec sa douleur. Il y a que soi qui avons vécu un truc pareil qui vous fait tellement souffrir. Et en fait, ils m'ont ramené dans le sort commun. Et en fait, cette déculpabilisation et cette paix, quelque part, que j'ai trouvée après, c'est grâce au lecteur. Oui. Alors, ce qui fait que j'ai
j'ai un rapport assez particulier avec les spectateurs et les lecteurs, c'est que, voilà, il n'y a pas de distance. Vous m'avez changé ma vie. Quel auteur peut dire ça à ses lecteurs ou spectateurs? Vous m'avez changé ma vie. C'est incroyable, quoi. Donc, nous sommes de plein pied, quelque part. Et donc, vous avez trouvé la paix, cette paix intérieure. Oui, grâce aux gens, grâce aux autres. Et alors, je voudrais savoir une chose. Pourquoi est-ce que l'orpheline que vous avez été ne voulait pas d'enfant? Oh, ça, c'est assez... Moi, je le comprends maintenant, effectivement. C'était une... D'abord parce que je crois que, très simplement, je n'ai pas fait d'études de psychologie, mais on peut se dire déjà qu'en acceptant d'être mère, je me mettais à la place du mort. Ma mère est morte, donc si je deviens mère, bon, il y a quelque chose d'un peu simpliste comme ça. Oui. Je crois que le psychanalyste renierait pas complètement. J'en ai parlé à aucun d'ailleurs, mais moi ça me semble assez évident que devenir mère me mettait tout à coup dans le rôle de la femme qui était allongée. Voilà, qui était voilà. Et puis en plus il y avait sans doute un reste de cette indépendance que j'avais comme ça. Et puis aussi peut-être une sorte de vengeance. C'est-à-dire? Eh bien, vous m'avez laissé seule dans le monde, dans le grand monde sans vous, comme je disais, vous m'avez laissé seule, eh bien, je ne vous donnerai pas d'héritier, ça s'arrêtera avec moi. Vous n'aurez pas de continuité. C'est la mort de toute une lignée. Voilà. Tac. Il y avait de ça. Et Bernard Giraudot, avec qui vous étiez en couple, voilà. Et qui voulait un enfant. Et Dieu sait qu'il n'était pas psychologue, si j'oserais le dire. Non, il n'était pas psychologue. Il a sorti une phrase géniale. Géniale. Je vous la laisse dire. Le refus de l'enfant à ce point, c'est une forme de suicide. Voilà. Et il n'y a pas eu besoin d'autres mots. Je sais encore où j'étais quand j'ai reçu la phrase. Je l'ai laissé travailler. On n'en a pas discuté, c'était pas la peine. Et à la seconde, puisque j'écrivais déjà, j'aimais les mots, à la seconde, j'ai compris la justesse totale, que c'était effectivement un suicide de ma descendance et de leur descendance. Donc finalement, la chaîne de vie, voilà, brisée cette un phrase temps, a travaillé. s'est reconstruite. Et voilà, oui. et voilà, j'ai été enceinte peu de temps après. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez de vos parents à vos petits-enfants? À mes petits-enfants, très peu, j'avoue. Sans leur dire, parler ils savent, drame, mais oui. Je crois qu'ils savent, mais j'en ai pas parlé vraiment. La grande, oui, elle sait. Elle sait. Elle aurait, à la limite, pu étudier le voile noir. Parce que j'ai l'honneur, j'en suis très honorée d'être quelquefois, quand le prof choisit, sur les classiques de l'autobiographie, d'être au programme scolaire. Ah oui, formidable. Ça, c'est quand même formidable pour une ex nulle. Elle a quel âge, la grande petite fille? Elle a 14. Elle a 14 ans. Elle a 14, elle est très, très brillante. On se demande de qui elle tient avec ma fille. Et Annie Dupéret, j'ai une question, moi. J'aimerais bien savoir, je suis curieuse, à qui vous ressembliez? À votre père ou à votre mère? Je crois que c'était plutôt mon père, mais après j'ai découvert que je ressemblais à ma mère, oui. Physiquement? Ça, je l'ai découvert plus tard, oui. Et mon fils, par contre, mon fils a un peu la démarche de Bernard et tout ça, mais quand je vois mon fils, c'est le portrait de mon père, quoi. Beaucoup plus que de Bernard. Et ça, qu'est-ce que ça vous fait de voir le portrait de votre papa? Il est bien, et il ressemble tout à fait d'ailleurs aux hommes de ma famille. C'est marrant, quand je dis que j'ai été élevée par des familles femelles, où les femmes menaient la baraque, oui. Et c'était tout à fait ça. Mon fils, je dois lui dire, pardon mon fiston, je suis désolée mon fiston, je dis un petit peu, voilà. Il est concepteur de jeux vidéo,
Et comédien aussi de temps en temps, mais surtout concepteur de jeux vidéo, c'est-à-dire qu'il est dans son atelier, dans son studio. Là, il va partir en Amérique pour continuer à travailler avec ça. Il fait des trucs internationaux quand même, c'est une pointure, le gars et tout ça. Eh bien, son adorable femme, qui a fait 3 enfants, régit la maison. Oui. Exactement comme le faisaient mes 2 grands-mères, c'est-à-dire j'ai dit, un jour, je lui ai dit, tu sais, t'es pas du tout Giraudot, hein. T'es le gras. T'es complètement mon nom de famille, comme mon père. C'est-à-dire que j'avais un père et un grand-père qui était projectionniste, donc qui était après réparateur de télévision, d'appareils de projection et tout. Mon grand-père photographe dans son labo là-haut, mon grand-père dans son atelier, et que les femmes nous régentent la vie. C'est drôle. On va rester dans votre livre et puis dans le souvenir de vos parents. Dans votre livre, vous racontez cette scène bouleversante. Votre tante, à l'hôpital, dans les derniers jours de sa vie, elle a les yeux fixés au mur et elle parle à haute voix. Et vous lui dites, à qui parles-tu? Ah oui. Et elle vous dit, à tes parents. C'est très étonnant, oui. Elle parlait, puis elle écoutait une réponse. Non, mais j'entendais pas ce qu'elle disait parce qu'elle marmonnait tout bas. Ah oui, et puis elle semblait répondre à quelque chose. Mais à qui tu parles? J'ai dit, à tes parents, bien sûr. À ta mère, surtout. Ma mère était sa meilleure amie. Et elle continue, Alors là, j'ai dit, non, mais attends, ils sont vraiment là Et là, elle s'est tournée vers moi et avec une rupture de ton comme Jacqueline Maillan, elle m'a fait « Non, mais tu vois rien, ma parole !» Et puis alors, et après, elle m'a fait « Non, mais côté, ça va pas bien là-dedans, tu vois là. » Et on a ri, mais c'était tellement drôle qu'on a eu un fou rire et elle est morte le soir. C'est-à-dire que le dernier jour de sa vie, on a eu un fou rire. Elle a ri avant de mourir. Elle a ri avant de mourir. Ouais, après, elle a moins rigolé parce que, bon, il est arrivé quelque chose qui était moins drôle. Mais voilà. Mais le dernier jour, on peut avoir un fou rire le dernier jour. C'est ce que vous aimeriez, rire avant de mourir? J'aimerais surtout mourir en pleine forme, si j'ose dire. Non, c'est pas tout à fait juste. J'aimerais ne pas subir la dépendance. Voilà. Mais, comme me dirait une grande bonne amie psychologue, pour ne rien vous cacher, Catherine Dolto, la fille de Françoise, elle m'a dit, effectivement, on souhaiterait avoir le droit ou les moyens de partir avant de se laisser enfermer entre 4 murs avec un plateau repas et que l'univers soit réduit, qu'on ne fasse plus tout ce qu'on a aimé. Voilà, il faudrait partir. Mais elle me dit, j'adore le terme, la fenêtre de tir est étroite. Entre l'envie de vivre qui s'accroche et l'envie de voir encore un peu grandir ses petits-enfants et la décision de partir avant qu'il soit trop tard, et de plus pouvoir décider, c'est pas large. Hein. C'est pas large. Donc, inutile de vous dire que je suis tout à fait en faveur du choix de sa fin de vie et que j'ai dans mon portefeuille mes dernières, mais voilà. Vos dernières instructions. Instructions. En cas d'accident, machin, coma, truc où il faut me réveiller, on ne réveille pas. Voilà. Et est-ce que avoir vu comme ça votre tante converser avec vos parents, comme elle vous disait, est-ce que cette image vous a longtemps habité et est-ce qu'elle a changé votre regard sur la mort? Non. Non, parce que, comment dire, j'ai une charmante voisine à Paris dont je parle dans le livre d'ailleurs, et qui me dit, mais qui est très philosophe, qui me dit, mais tu comprends, elle-même d'ailleurs, je la vois, là, à 92 ans, accepter tout à coup de plus pouvoir marcher, de plus voir, elle regarde la télé là, comme ça. Tu comprends, c'est comme ça, faut accepter, c'est la vie, tu verras, etc. Je dis, j'ai pas l'impression d'être de la race. Et ma tante, donc dans ces derniers moments,
criais, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est-à-dire que c'était le scandale absolu. Et c'est vrai qu'en décidant de l'accompagner sur les derniers temps de sa vie, j'espérais recevoir de sa part une leçon de sagesse et d'acceptation, de faire la paix, enfin, avec cette mort à la limite, qu'on pourrait voir arriver d'une manière apaisée, comme ça. Enfin, pas possible, une révolte jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Elle ne comprenait pas. Oui. Elle ne comprenait pas. Elle avait encore toute sa tête. Elle n'avait pas d'âge. Oui, c'est ça. Elle n'avait pas d'âge dans sa tête. Bah vous C'est une aussi. femme qui n'a... Voilà. Vous lui ressemblez. Je lui ressemble sur ce plan-là. J'oublie toutes les dates, j'estompe les repères. Pour moi, j'ai demandé il y a 2 ans à mon fils quel jour il était né. Bon, il m'a dit la maman quand même. Alors j'ai cherché une excuse. J'ai dit non mais vous êtes plusieurs à être nés en mai. C'est vrai que j'oublie. Bon, ça a commencé avec la date de la mort de mes parents que j'oubliais. Oui, ça c'est. Mais depuis, c'est vrai que c'est ma tante. Le temps est un ruban. Et on continue sur ce ruban. Alors effectivement, c'est la carcasse qu'il faut réparer un peu. Hein. Mais vous êtes sereine face à la mort ou ça vous angoisse? Vous êtes effrayée? Non, ce qui m'angoisse, c'est les temps avant. Oui. Non, les temps avant. Vu je pense, les signes que j'ai eus, j'aurais pas tellement peur d'aller les rejoindre. Non, non. Non, c'est avant, c'est la déchéance. C'est la perte de son autonomie. Ça, pour moi, c'est insupportable, quoi. Est-ce qu'il y a une peur qui ne vous abandonne jamais, même quand vous allez bien? Est-ce qu'au fond de vous, il y a cette peur qui est toujours là, qui est un peu chevillée au corps? Non, c'est celle-là. C'est la peur, un jour, pour une raison quelconque, d'être en état de dépendance et de ne plus pouvoir faire ce que j'aime dans la vie, notamment travailler. J'adore jouer, j'adore avoir des partenaires, mon métier me tient debout, hein, c'est un corset. On est absolument, quand on se joue 1h30 en scène, une comédie par exemple comme le Duplex, où quand même il faut y aller avec 12 changements de costumes, des entrées différentes, et hop, hop, hop. Je veux dire, faut se maintenir en forme. C'est extraordinaire de pouvoir faire ça. Ça vous oblige à vous maintenir en forme. Vous parlez beaucoup de solitude. C'est un mot qui revient dans le livre. Est-ce que c'est la solitude qui vous aime ou c'est vous qui aimez la solitude? Non, j'aime pas vraiment. J'aime pas la solitude. Non, mais là, je pourrais chanter la chanson de Barbara. Effectivement. Oui, la solitude, elle est là. Voilà, elle m'attend. Elle est au coin de la rue. Elle est dans mon lit. Elle est là. La solitude est là, c'est évident. Oui. C'est pour ça que vous êtes tellement hyperactive, que vous passez d'une expo de peinture aux planches d'un théâtre. Oui, sans doute. Au salon du livre. Sans doute. Il y a une lutte comme ça qui remplit la vie et qui remplit d'actions, de rencontres. C'est évident. Alors, je vais vous soumettre ce domino. Alors ? Et vous allez me dire si vous êtes attiré par les chiffres pairs ou impairs. Alors, moi je suis plutôt impair. Oui, si vous êtes une artiste. Bah oui. Eh oui, c'est la singularité. Ah bon ? Mais oui. Oui, c'est le chiffre en plus qui fait que tout à coup c'est pas carré. Voilà. Voilà. La singularité et la transformation caractérisent les chiffres impairs. Donc si je vous dis, on va faire une sorte de question-réponse, à quel moment vous avez osé être différente? Différente ? Oui. Oser être différente, vous conduire là comme vous parliez de cette jeunesse où vous étiez un peu garçon. Vous n'avez pas eu peur du regard des autres Non, jamais. Oui. Vous avez jamais eu peur du regard des autres. Mais vous savez, j'ai découvert une chose dernièrement. Quand vous dites, c'est drôle, c'est des choses auxquelles je ne pense pas, ça. J'ai pensé tout de suite à la troupe, moi. C'est effectivement... Jouer à deux, c'est bien, mais jouer dans une troupe de théâtre, comme je l'ai fait chez Jean-Louis Barrault, au Théâtre de la Ville,
Alors ça, c'est pour ça que je suis partie dans ce métier. Voilà, c'est parce que, à cause des partenaires, à cause de tout à coup le travail en commun, c'est ça qui m'a attirée et qui a fait que j'ai pas poursuivi en section peinture, qui est un travail solitaire. Oui. Je crois que la solitude de la peinture m'a fait peur et je suis partie vers le truc. Mais j'ai découvert une chose, c'est que, n'ayant pas vraiment décidé d'être comédienne, les choses m'ont embarquée comme ça. En fait, moi qui ai l'air assez volontaire, ma plus grande qualité dans la vie a été d'obéir. D'obéir à ce qui se présentait, de sentir, de flairer les mauvais trucs ou les mauvaises personnes et de les fuir comme ça. C'est juste de l'instinct. Et quand quelque chose me semblait bon, me semblait positif, d'y aller. Voilà. Et en fait, je disais à quelqu'un encore dernièrement, c'est tout à fait formidable de n'avoir aucune projection idéale de soi dans l'avenir. C'est-à-dire de ne pas vouloir être là, se dire j'aimerais être une grande comédienne, ou j'aimerais avoir joué tel grand rôle, c'est le rêve de ma vie de jouer tel... J'ai pris avec bonheur ce qui venait, sans devancer par des rêves comme ça de ce que j'aimerais avant. Et c'est très pratique. Ça vous a réussi en tous les cas. Mais oui, je savais pourquoi c'est pratique. Vous n'êtes pas jaloux, puisque vous n'enviez rien. Oui. Ou vous n'êtes pas déçu non plus, puisque vous avez rien. Donc c'est assez confortable de se laisser comme ça porter par l'instinct et le hasard. L'instinct et le hasard. Voilà. Et est-ce que vous avez remarqué à un moment que certains chiffres impairs revenaient dans votre vie lors d'un rendez-vous ou non? Vous n'avez pas un chiffre porte-bonheur? Non, mais il y a toujours le 7. Le 7, je ne sais pas pourquoi, le 7, c'est un joli chiffre, je trouve, je sais pas. C'est mystique aussi. Hein. Ah oui, je ne sais pas, mais je ne m'occupe pas de ces choses-là. Ouais. La spiritualité. Je n'y connais rien. Ouais. Ah oui, vous ne vous dites pas... Et vous êtes, alors, le chiffre 13, par exemple. Est-ce que vous êtes une superstitieuse, vous? Oh, absolument de rien. Alors là, absolument pas superstitieuse. Ah non, rien du tout. Vous défiez... Je m'habillerais même en vert pour aller au théâtre exprès. Quoi. Ça sort. Et par exemple, le chiffre 3 évoque tout ce qui est instable. Alors, oui. Quelle période de votre vie a été la plus incertaine à un moment? La plus fragile ou... La plus instable? Fragile, incertaine, ou il y a eu une période de flottement ou... Il y en a eu, bien sûr, mais je m'en rappelle plus. J'évacue ça. Hein. Oui, d'accord. C'est drôle, oui. Non, et alors, les chiffres pairs sont aussi associés à l'énergie, à la créativité. Votre audace la plus créative? Mon audace la plus créative? Est-ce qu'elle est dans le théâtre? Est-ce qu'elle est dans la peinture, dans la photo? Elle est toujours dans le théâtre. La peinture, dernièrement, elle est revenue, puisque grâce à l'ami Frédéric Julien Bonheur, que vous connaissez, je crois, il m'a tout à coup... s'est trouvé l'opportunité, grâce à lui, qui s'occupe du Salon des Indépendants, d'exposer 4 de mes toiles au Salon des Indépendants, grâce à Frédéric. Et j'avais jamais voulu exposer avant, mais c'était une volonté. Parce que j'avais eu une de mes meilleures amies, ma plus grande amie, on a écrit un livre d'ailleurs sur notre correspondance, Nina Vidrovitch, une vie consacrée à la peinture. Et je connaissais d'autres peintres. Il y avait mon maître, Robert Savary et tout. Et des gens, parfois, je me remettais à la peinture, voilà. Alors, je faisais un petit Bonnard, ou pas un petit Bonnard, parce que ça, c'était trop grand. Un Dufy ou un Matisse, je peux le copier assez facilement, il n'y a qu'une couche, c'est épatant. Copiste en plus. Oui. Je fais des Matisse aux copains, comme ça m'est assez facile. Pour me rassurer, pour voir si les dons restent, si les dons et la technique restent. Puis après, je jetais sur la toile ce que j'appelais un fond de palette. Pour ne pas perdre la peinture qui restait, je me disais, allez hop, je fais un truc personnel. Et les gens me disaient, ah mais dis donc, c'est beau, ça, t'es peintre. Alors je disais, attention, je ne suis pas peintre. Parce que par respect pour les vrais peintres qui ont consacré leur vie et qui ont vraiment travaillé pour trouver leur voie VOX en peinture,
je suis quelqu'un qui peut faire de jolis tableaux. Et c'est vrai que jusque-là, dernièrement donc, je m'étais absolument totalement interdit de montrer mes toiles par respect pour ceux qui ont consacré leur vie à la peinture. Et je ne m'estimais pas le droit de ça. Et puis tout à coup, je me suis dit, effectivement, j'ai copié cet été le tableau que j'aime le plus au monde, le Grand Jardin de Bonnard. C'est un sacré bazar. Oui. J'ai fait 25 cm² par jour parce que c'est un fou, ce type. Et je l'ai fini. Et quand même, il y a un peu de ma patte là-dedans, dans Bonnard, le post-impressionniste. Et après, j'ai regardé mes peintures, j'ai dit, mais pourquoi je me pense que j'ai jamais trouvé mon style, j'ai trouvé depuis toujours. Et là, Frédéric Julien, donc, m'a proposé d'exposer 4 toiles. Pour la première fois, j'ai osé dire, voilà, c'était ma vocation première, je peux les montrer. Très je bien. m'autorise. Oui, mais vous faites bien. Oui, et depuis, j'arrête plus d'ailleurs. Alors, vous n'arrêtez plus? Ah, il n'y a plus de panne. Bon, Annie, juste ma dernière question. Donc, quel chiffre impair vous choisiriez pour vous représenter? Qui définirait le mieux votre personnalité? Moi, Oui. ah bon, mais je m'en fous. Un point, Ok, un point. vous en fichez. Alors, hasard ou destin dans votre vie? Alors, là encore, question-réponse. Avec le recul, certains événements de votre vie, est-ce qu'ils vous apparaissent comme écrits d'avance ou pas? Non, pas vraiment écrit d'avance. D'accord. Des hasards. D'ailleurs, j'ai fait mon dernier roman, qui n'est pas ce livre-là. Mon roman s'appelait Le Tour des arènes. C'est une jeune fille qui allait mal. Je l'ai appelé moi-même, ce roman, une psychanalyse sauvage en forme de conte. C'est-à-dire, c'est une jeune femme qui va très mal, qui prend un voyage organisé, dont elle n'a pas envie d'aller. Et comme elle a très mauvais caractère, parce qu'elle est malheureuse, elle fout le camp, elle quitte ce voyage, et voilà qui part. Qu'elle rencontre une clocharde qui va lui résoudre le problème de sa vie. Donc en fait, c'est le hasard et l'instinct qui ont fait qu'elle a été comme ça, vers juste ce qui allait faire une rédemption chez elle. Rien n'est voulu. Elle se laisse conduire, et comme par hasard, avec son instinct comme ça, mais elle ne sait même pas que c'est... Elle tombe sur ce qui va résoudre le problème de sa vie. Et ça, j'ai adoré écrire ce roman parce que c'est vraiment hasard et instinct, pas destin, instinct. Oui. Et est-ce que vous vous souvenez, quand vous étiez jeune fille, d'avoir eu à un moment ce sentiment d'être au bon endroit et au bon moment? Bah oui, c'est toujours... Côté théâtre ou... Alors, je ne sais pas si je le raconte dans ce livre d'ailleurs, mais j'ai fait beaucoup de cinéma quand j'étais toute jeune, mais on m'employait surtout parce que j'étais jolie fille, etc. et tout. Et j'ai compris qu'on n'attendait pas grand-chose de plus de moi. Or, j'avais été au conservatoire quand même, j'avais eu un 2e prix, j'avais fait 4 ans de conservatoire, bon. Et je me suis dit, il faut que je revienne au théâtre. Il faut absolument que je revienne au théâtre parce que c'est... mais comment faire? Je reprends les cours de danse, je reprends les cours de chant, machin, etc. Mais j'avais pas... J'étais partie dans le cinoche, comme ça, on m'avait un peu attiré comme ça, pendant 4 ans. Donc, j'avais plus aucun contact dans le théâtre. J'avais pas. Et il y avait une soirée chez Guy Béard, qui faisait souvent des grandes soirées du côté de Garches, dans sa propriété, etc. et tout. J'avais déjà été une fois, j'avais été draguée toute la soirée par des vieux cons, et je m'étais dit, j'y vais pas. Et puis à 8h du soir, je me dis, putain, j'ai rien à faire, oh allez, j'y vais. Et sur qui je tombe? Très amie avec lui, Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud. Oui. Et je vais vers eux, et je leur dis, écoutez, voilà, Jean-Louis, Madeleine, je fais beaucoup de cinéma depuis quelques années, or je sors du conservatoire, et j'aimerais revenir au théâtre. Voilà, je lis ça comme ça. Jean-Louis me regarde et dit, vous avez fait de la danse? J'ai dit, oui, j'ai fait de la danse depuis l'âge de 12 ans. Alors, venez me voir demain à l'Élysée-Montmartre, j'ai peut-être un rôle pour vous. Vous le croyez, ça? C'est pas pensable. Oui.
C'est le truc le plus flagrant voilà, un espèce d'instinct, un truc m'a dit un jour, vas-y. Et puis boum, je suis tombée. Et pile le lendemain, enfin, il avait une audition pour c'est dingo. J'en reviens toujours pas d'avoir eu des choses comme ça. Mais ça, c'est le hasard ou c'est le destin? Ou c'était écrit dans votre destinée, cette rencontre avec... C'est là-haut? Pas écrit. Provoqué. C'est les anges? Moi, je crois. Ah oui. À vous, finalement, oui, vous vous dites que le hasard ou le destin ce sont les anges qui manifestent leur présence? Alors, il y a une chose marrante, parce qu'il y a un film qui a été fait là-dessus, je n'arrive pas à retrouver le titre, sur tout ce qu'il a fallu avant aux anges pour mettre en place une rencontre. Je crois que c'est un film qui a été fait comme ça. Un couple se rencontre, là il s'agissait d'histoire d'amour, et on remonte dans le temps pour voir tous les hasards qui ont fait qu'ils ont pu se rencontrer à ce moment-là. Oui. Et effectivement, on avait pensé à ça avec un hasard dans le même genre, où les familles formidables sont tombées, voilà. Alors que je rendais mon livre sur le mort de mes parents. Le voile noir. Voilà, et j'ai dit non, je ne peux pas commencer cette série, La famille formidable, tout de suite. Je ne peux pas la commencer tout de suite parce que je rends mon bouquin le 15 septembre. Mon agent me dit, tu as de la chance, ça commence le 16. Bien, déjà, là on se dit, bon. Et puis je rencontre Joël Santoni, qui était un gros barbu, un peu Orson Welles, comme ça. Donc metteur en scène. Metteur en scène et concepteur des familles formidables. Voilà. Et il me dit tout de suite, je l'ai beaucoup raconté ça, mais il me dit tout de suite, je te préviens Annie, on va faire des comédies, mais jamais rien fait de drôle de ma vie. Il avait fait des films plutôt noirs. Et je rigole, je lui dis ce que je suis en train d'écrire, et je vous jure, c'est pas plus de 4 phrases. On a découvert qu'on était orphelins de père et de mère au même âge. Oui. Et c'est vrai que là, tous les deux, on a fait trop bien organisé. Mais si tu remontes, si tu faisais un film sur avant, sur eux, il a fallu que 2 actrices refusent le rôle. Donc, il a fallu qu'ils se démerdent quand même que Joël Santoni n'arrive pas à monter un film pour accepter de faire une série. Il a fallu un travail en amont pour que le soi-disant hasard soit possible, qui est assez drôle. Au niveau scénaristique, on se dit c'est quand même étonnant. Il y a eu du boulot quand même pour que ça se trouve comme ça à ce moment-là. C'est très fascinant, quoi. Oui. Alors, il y a la synchronicité, effectivement. Les coïncidences, les synchronicités. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Bernard Lecoq, mon cher partenaire, qui était adepte de Jung, comme ça, me disait Joël et toi, vous êtes extraordinairement doués pour la synchronicité, quoi. Vous avez accès à plusieurs temps en même temps. C'est tout à fait dingo, quoi. Donc, vous êtes quand même réceptive aux synchronicités. Sans doute, oui. Ça, vous y faites attention. Sans doute, on est un peu médium. Ah, vous êtes un peu médium dans la famille? Tous les orphelins. Tous les orphelins sont un peu médiums. Ah bon? Bien sûr, oui. Oui. Comment ça? C'est parce que peut-être on n'a pas eu... J'en avais discuté avec Boris Cyrulnik, ça, c'est drôle. Parce que c'est lui qui m'avait dit ça. Ah oui? Parce qu'à un moment, j'avais vu... J'appelais ça un chiffre à la con, qui me passait derrière. Je le situe là, parce qu'il passait là. J'avais vu 2-3 fois les chiffres de vente de mes livres. Et Boris m'avait dit, excuse-moi Boris, je raconte ça, parce que je l'ai mis dans un livre d'ailleurs. Il m'a dit, mais moi aussi j'ai vu le chambre de livre. Alors je lui avais dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est le fait d'être orphelin, c'est-à-dire de ne pouvoir pas plus s'appuyer sur des supports, qu'il y a une automatique comme ça, remise sur soi, et qui nous développe des antennes où on perçoit le négatif du positif qui fait qu'on se dirige, un peu comme des insectes comme ça. On n'avait plus d'appui, ni le père ni la mère. Donc, hop, sur ce recentrage, nous est poussé des sortes d'antennes qui font qu'on se dirige comme ça dans la vie, à sentir ce qui n'est pas bien, à sentir, tiens, ça c'est là par là c'est bien. Moi je me comparerais à ça. Si j'étais une bête, je dirais voilà, j'ai 2 grandes antennes là qui
Non, celui-là, il n'est pas fiable. Celui-là, il n'est pas fiable. Tiens, le projet, là, je ne sais pas. Mais et il me semble coloré. Ça, vous pensez que cette faculté que vous avez, elle est née de la mort de vos parents, c'est-à-dire que donc c'est peut-être eux qui font que c'est peut-être eux les antennes. Bien sûr. Oui, oui. Et si là vous sentiez leur présence, qu'est-ce que vous leur diriez Alors ça, j'ai jamais. D'abord, j'ai jamais cherché ça. Et ça, c'est une grande leçon que m'avait donnée Maurice Chevitte, qui était un grand ami. D'ailleurs, à la fin du Voile Noir, je parle d'un ami qui était quelque part mon accompagnateur vers le deuil, comme ça, puisqu'il avait eu beaucoup de sa famille qui était morte dans les camps et à cause des Allemands et tout. Et Maurice, il avait eu une preuve évidente par un médium qu'on lui avait laissé un message. Mais le message était tellement clair qu'il a dit « j'ai pas pu douter, en fait, qu'ils sont là. Ils sont là, ils t'envoient des messages. » Et il m'avait dit une chose très importante. Il m'a dit, ça c'est un mot qu'adorent les psys, je crois, accueillir. Il faut accueillir les signes que tu reçois comme ça, ou les messages, mais parce que de temps en temps, il y a la grâce, le ciel s'ouvre un peu et tu te dis, ça, mais tapons pas sur la porte. Ne cherchons pas. Pas de spiritisme, pas de machin. Pas aller taper. Oui. Parce que s'il y a une porte, s'il y a une frontière entre les morts et les vivants, c'est pour quelque chose. Faut pas aller taper dessus. Faut simplement accueillir comme un miracle, donc tout à coup ça s'en trouve. Et qu'il vous envoie un signe. C'est une merveille. Prenons-la en disant que c'est très réconfortant. C'est pour ça que j'ai peut-être pas vraiment peur j'ai peur de mourir, j'ai pas peur d'être morte, quoi. Mais n'allons pas taper sur la porte. Donc j'ai jamais cherché à aller voir médium, choses comme ça et tout. Donc vous diriez, on peut peut-être terminer l'émission sur cette phrase, est-ce que vous diriez finalement tout est signe, il suffit d'ouvrir les yeux? Oui, c'est vrai. Écouter, sentir, effectivement. Oui, je crois à ça. Et puis rendre. Vous savez ce que je parlais de mes lecteurs tout à l'heure, ce qu'ils m'ont donné, ces gens-là, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc j'ai toujours envie de rendre ça. Nous discutions dernièrement avec des camarades au théâtre qui me voyaient ne pas avoir le trac. Et je dis, en fait, je crois que j'ai trouvé. J'ai trouvé pourquoi j'ai pas le trac quand j'entre en scène. C'est que je pense pas à moi. Et d'ailleurs, c'est assez pratique parce que je me lasse pas non plus. Ça fait 260 fois qu'on joue le duplex. Je ne me lasse pas parce que pour eux, c'est la première fois. Donc pour moi aussi, puisque je le réinvente pour eux. Et le fait de ne pas se poser que ça, est-ce que je vais être bien ce soir, est-ce que je vais être ceci, est-ce que je vais... non, pas moi, c'est pour eux. Donc c'est très pratique en fait de penser qu'aux autres. On vous écouterait des heures, hein. mais il est temps quand même de se séparer, Ali Ferret. On a passé un moment exquis, hein, votre compagnie. Et puis vous donnez rendez-vous aux spectateurs. Hein, oui, donc, absolument. Oui, au duplex, on commence le 28 mai. Jusqu'au 6 juin. Jusqu'au 7 juillet. 7 juillet, pardon. Voilà. Et puis... entre-temps, il y a des salons du livre, il y a des choses comme ça. Ça va être très bien. On va continuer à s'amuser et à rencontrer les gens. Voilà. Mais merci beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Domino, l'émission qui va au-delà des mots.